Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Voici le sommaire de ce journal. Le nouveau cabinet du prince Albert II s'est réuni aujourd'hui pour la première fois autour du souverain. Laurent Anselmi a quitté le poste de ministre des Relations extérieures et de la coopération pour occuper les fonctions de chef de cabinet. Il sera notre premier invité. Le coup d'envoi des ventes aux enchères hivernales Arcurial est à Monaco tout au long de la semaine avec des pièces rares, notamment dans le domaine de l'horlogerie et de la joaillerie. Nous découvrirons les offres à ne pas manquer et nous ferons le point sur la façon dont ce secteur d'activité traverse la crise avec Julie Valade, directrice associée d'Arcurial. Une marque de bijoux Made in Monaco devenue incontournable, APM Monaco surfe sur la tendance du digital. Elle prépare actuellement sa nouvelle campagne de communication. Nous étions en coulisses au Fort Antoine. Comme chaque lundi, tous les résultats sportifs du week-end. Une victoire écrasante pour la SMFC, 4-0 face à Clermont-Ferrand. Mais une défaite en revanche pour les basketteurs monégasques battus par Nanterre en championnat de Betclic Elite, 87-83. Et puis des airs d'Europe de l'Est ont bercé les spectateurs venus assister au concert dominical de l'OPMC. C'est en fin de matinée aujourd'hui que le cabinet du prince Albert II renouvelé s'est donc réuni au Palais Princier dans la petite salle du Cavalier. Une première pour cette équipe rajeunie et féminisée qui sera dirigée par Laurent Anselmi qui occupait jusqu'à présent les fonctions de ministre des Relations extérieures et de la coopération. Il est notre invité. Laurent Anselmi, bonsoir. Bonsoir. Le nouveau cabinet du prince souverain s'est réuni pour la première fois ce matin au Palais Princier. Vous allez le diriger. J'imagine que cela a été un moment très émouvant pour vous? Ça a été un moment effectivement très émouvant, mais nous étions aussi déjà, je dirais, de plein pied dans l'action. Donc je pense qu'on ne s'est pas vraiment rendu compte tellement nous étions à notre nouvelle mission. Alors justement, dans quel état d'esprit êtes-vous à l'aube de ce nouveau chapitre important dans votre carrière? Je dirais que nous sommes à la fois déterminés à accomplir notre mission au service du prince, et puis avides aussi de découvrir, parce qu'il y a une part, même si moi-même j'étais au cabinet, mais ça remonte à quelques années, il y a une part d'inconnu et une part d'imprévu. Donc nous sommes sur ces deux tendances. Quelle est la feuille de route, si toutefois l'on puisse parler de feuille de route, que vous a assignée le prince souverain? Bien, il a donné une liste des thèmes, des thématiques qu'il souhaite pour cette nouvelle impulsion. Vous l'avez tous lu, il y a notamment tout ce qui relève de l'attractivité, la transition numérique, la transition énergétique, le contrôle de la dépense publique, le développement de nouvelles recettes budgétaires. Bon, tout ça, c'est les grandes lignes des nouvelles politiques publiques, si je peux dire, ou des politiques publiques revisitées. Mais nous-mêmes, dans ce dispositif-là, nous avons vocation à être d'abord un cercle de réflexion, un think tank interne, si je peux dire, mais aussi un exécutant de la chaîne de commandement qui part du prince, qui passe par le gouvernement, pour aller jusqu'au terrain, et puis aussi un canal d'information remontante des administrations dont nous sommes issus, mais aussi de la société civile dans laquelle nous sommes immergés à des titres divers. Donc l'idée, c'est d'avancer de l'intérieur à grands pas en suivant les tendances actuelles, mais c'est aussi de faire connaître à l'extérieur Monaco, mieux connaître l'image de la principauté, parfois galvaudée ou n'est pas celle qui correspond à sa réalité. L'image de Monaco, sa visibilité à l'international ou même au plan régional et national français, c'est bien entendu aussi un défi continu. Connaître et faire connaître. C'est pas nouveau, mais ça nécessite une adaptation constante compte tenu des nouvelles technologies, compte tenu des nouveaux moyens d'information, des réseaux sociaux, enfin de tout ce que vous connaissez sans doute mieux que moi. L'équipe, on l'a dit, a donc été renouvelée, elle est rajeunie, elle est féminisée. Pouvez-vous nous la présenter ? Bien, donc nous avons une palette de compétences diverses,
une compétence financière et budgétaire avec Sophie Vatrican, une compétence de tout ce qui est le milieu européen, la négociation européenne avec Isabelle Costa, un expert des rouages intérieurs gouvernementaux avec Guillaume Pastor, et puis Julie Donati qui vient du département des relations extérieures et qui va être un peu en couverture avec moi sur les dossiers internationaux. Chacun des membres du cabinet va se challenger, si je peux dire, pour appréhender aussi des dossiers qui ne sont pas forcément de sa spécialité, donc pour sortir de sa zone de confort. Sophie Vatrican suivra aussi les thématiques de l'éducation et de la culture, Guillaume Pastor l'équipement, Isabelle Costa le domaine social et la santé, et puis Julie Donati aussi avec moi les questions de sécurité intérieure notamment. Donc vous voyez, ça sera... C'est une équipe que vous avez choisie aux côtés du prince souverain, bien évidemment. C'est le prince qui l'a choisi. Mais il y a des personnes que vous avez déjà côtoyées dans les départements. Oui, tout à fait. Et on est tous, je pense, dans une volonté commune de réussir. Et nous venons tous du service public et nous avons tous une éthique du service public, de l'intérêt général de l'État au service d'un État impartial, d'un État vertueux, de l'État de droit, enfin voilà. Où est le rôle du cabinet princier entre le gouvernement et le prince souverain? Alors, le cabinet princier, en fait, a vocation à assister le prince souverain dans l'exercice de ses prérogatives constitutionnelles qui se concentrent dans la notion de haute autorité. La notion de haute autorité, c'est la clé de voûte du système monégasque. Le cabinet, eh bien, il est au cœur de ce dispositif. Il a vocation à, comme je vous l'ai dit, faire en sorte que la chaîne de commandement qui parte du prince vers le terrain soit toujours efficace et performante. Il a vocation aussi à mettre de l'huile dans les rouages pour que tout fonctionne. Et puis, il a vocation aussi à peut-être porter des idées en se distançant un peu parce qu'il n'est pas absorbé par l'administration au quotidien. Avant de rejoindre le cabinet princier, vous étiez ministre des Relations extérieures et de la coopération. Vous gardez un souvenir ému de ce passage à la tête de ce département? Alors, je ne vous cacherai pas que j'ai adoré cette mission, qu'elle m'a vraiment beaucoup apporté. J'ai essayé, moi, très modestement, d'apporter ma pierre à l'édifice. Alors, je ne vais pas dresser un bilan, mais il y a quand même un certain nombre d'actions que j'ai souhaité voir menées sur le terrain diplomatique. Et puis aussi en matière de coopération internationale, j'ai beaucoup défendu la direction de la coopération internationale, milité pour la contribution monégasque à l'aide publique au développement. Et j'ai eu le plaisir de me rendre au Mali, un pays qui connaît aujourd'hui les difficultés que vous connaissez, mais pour me rendre sur les sites de coopération monégasque. Et ça, j'avoue que j'en garderai un souvenir inoubliable. Et aujourd'hui, désormais, être solidaire, mais également continuer à faire entendre la voix de Monaco dans le concert des nations, cela restera l'un de vos objectifs prioritaires? Ah oui, absolument, absolument. Je garde un œil sur l'international qui reste un peu de mon ADN, mais que j'avais déjà quand j'étais conseiller au cabinet, donc c'est pas nouveau. Laurent Anselmi, merci d'avoir répondu à notre invitation en ce jour d'entrée officiellement en fonction du nouveau cabinet du prince souverain. Merci infiniment. Christine Thomel nous rejoint pour le premier point info de ce journal. Ce lundi 17 janvier a également coïncidé avec l'entrée en vigueur de nouvelles mesures sanitaires. Bonsoir Christine. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. En raison d'un rebond épidémique important, le gouvernement princier a décidé la semaine dernière d'étendre l'obligation de présenter un pass sanitaire
à toute personne dont le travail est indispensable à la continuité d'activité de certaines entreprises ou entités publiques assurant des services essentiels à la population. L'objectif est de veiller à ce que le rebond épidémique ne désorganise pas la vie économique et sociale de la principauté. Une mesure qui ne s'adresse donc pas à la totalité des personnes salariées et des entités publiques ou privées identifiées comme absolument essentielles au bon fonctionnement de Monaco. Les responsables de ces entités devant définir en interne les personnels éligibles à l'extension du pass sanitaire. Le gouvernement a bien sûr mené au préalable une concertation approfondie avec l'ensemble des acteurs concernés afin de présenter ce dispositif et les mesures d'accompagnement. Merci Crisinda, nous vous retrouverons dans quelques instants pour l'ensemble des résultats sportifs du week-end. Il y a 2 grandes saisons pour les ventes aux enchères, l'été et l'hiver. La maison Arcurial a ainsi pris l'habitude de venir plusieurs fois par an à Monaco pour y proposer des pièces souvent exceptionnelles. Avant de recevoir notre deuxième invité, Julie Valade, directeur associé de cette maison de vente, je vous propose de découvrir ce reportage de Fabien Bonilla et Jean-Alexandre Dordet sur les pièces majeures proposées lors de cette vente hivernale. Arcurial reprend ses quartiers d'hiver à l'hôtel Hermitage du 15 au 19 janvier. Cette maison de vente aux enchères est située à Paris et elle organise 2 fois par an des ventes prestigieuses en principauté. La session de juillet dernier a remporté un réel succès. Et pour cette première session de l'année 2022, ce sont au total 430 bijoux d'exception, 70 sacs entre autres de la marque Hermès ou encore 140 lots d'horlogerie qui sont actuellement proposés. L'objectif, c'est de conforter la position de Arcurial à Monaco et de continuer d'offrir au public monégasque des très belles ventes. Donc c'est un mois un peu étrange, mais c'est une vente qui marche très très bien chaque année. Parmi ces nombreux lots, une originalité, une montre que l'on appelle The Last One. C'est une montre de plongée signée de la maison Rolex. Ensuite, elle a été faite spécialement pour la COMEX, qui est la compagnie maritime d'expertise à Marseille. Et cette montre est vendue par son propriétaire d'origine. Comme vous pouvez le voir, la montre a bien servi. Elle a été dans tous les océans et mers autour de la planète. Et elle vient avec tous les accessoires, c'est-à-dire le casque que vous avez ici, la combinaison de plongée, les sacs qui accompagnaient les plongeurs de la COMEX, plus une combinaison qui servait sur les plateformes pétrolières. Donc voilà, en fait, elle est complète. Alors c'est ce qu'on appelle dans le milieu des collectionneurs full set. Une envie de dernière minute, que ce soit cette montre avec un prix de départ à 60 000 €, un sac Hermès ou un bijou hors du commun, c'est en ce moment à l'hôtel Hermitage. Pour toutes les modalités et renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site d'Arcurial. Et il y a un réel engouement pour les ventes aux enchères. Elles sont même devenues tendance et semblent traverser la crise sans grande difficulté, à la différence d'autres secteurs. Bonsoir Julie Valade. Bonsoir. La crise a-t-elle eu une incidence positive ou négative sur les ventes aux enchères ? Alors la crise a eu une incidence absolument plutôt positive, puisque nous avions des moyens de communication déjà en place pour organiser nos ventes aux enchères et pour être en interface avec nos clients. Mais finalement, la crise a été un booster pour nous et nous avons développé ces moyens de communication. Nous avons changé notre façon de fonctionner. On a fait tout ça en distanciel. On a mis l'accent sur des catalogues online qui sont beaucoup plus développés qu'avant. Oui, parce que vous, le distanciel n'a jamais été un problème pour les ventes aux enchères. Il y a toujours eu cette tradition des ordres à distance aussi. Exactement. Nous avions des moyens de contacter nos clients par téléphone ou eux laisser des ordres d'achat ou même suivre les ventes online. Mais finalement, la distance n'a plus été un problème à partir du moment où, depuis le monde entier, enfin de l'autre bout du monde, on peut communiquer et ça n'a fait que booster les choses. Donc le processus de vente n'a pas été altéré par la crise. Et puis on a le sentiment que les ventes aux enchères sont devenues tendance. Alors tendance, oui, il y a une tendance effectivement à la mode des ventes aux enchères. Je pense que quelques émissions de télévision nous ont facilité le passage. Mais c'est vrai que aussi le fait que les gens soient coincés chez eux a favorisé, je pense, tout l'achat sur Internet
Et nous faisons partie aussi de ce mode de fonctionnement d'achat sur Internet finalement. Même les ventes aux enchères en ont bénéficié. Et les ventes aux enchères, à quel profil sont-elles destinées? Il est loin le temps où seuls les retraités qui avaient un peu plus d'oisiveté que les actifs couraient les ventes aux enchères. Les jeunes ont-ils le réflexe? Bien sûr, bien sûr. Et puis les ventes aux enchères se passent dans tous les domaines. L'horlogerie, le street art, l'urban, les voitures. Et aujourd'hui, justement, ce qui a facilité les choses, c'est que les gens achètent plus volontiers à distance, sans avoir forcément besoin de voir les objets. Les équipes des ventes aussi se sont adaptées à ça, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de moyens d'envoyer des photos, on communique par WhatsApp avec nos clients, on est sur Instagram, donc tous les moyens sont bons finalement pour se mettre en lien. Et c'est vrai que c'est des moyens de communication que les jeunes utilisent beaucoup. Et puis la jeune génération s'intéresse énormément aux ventes aux enchères, bien sûr, en art contemporain. Vous avez qu'à voir ce qui se passe pour les NFT. Tous les domaines sont privilégiés. Est-ce qu'il y a des continents, des villes où on trouve une clientèle un peu plus importante qu'ailleurs pour les ventes aux enchères? Bien sûr, l'Asie est un continent important pour nous, mais également les États-Unis. Finalement, je crois que tout ça a réduit les distances. Et c'est vrai que nous, là, la vente est lundi et mardi. On a déjà beaucoup de gens qui se sont inscrits à nos ventes. Et j'ai des destinations absolument incroyables comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Taïwan, le Japon. Voilà, tout ça a réduit les distances. C'est vrai qu'on a des destinations assez surprenantes parfois. Et quelles sont les pièces qui sont les plus demandées aux enchères? Des petites pièces, des grosses pièces? Pas vraiment de règles puisque toutes les ventes sont différentes, donc la proposition est différente à chaque fois. Il y a des tendances quand même. Aujourd'hui, il y a une tendance, par exemple, je parle plus particulièrement de la joaillerie évidemment puisque c'est mon domaine, mais il y a une tendance aux années 80, aux années 70. On vend très bien les bijoux d'artistes, les diamants bien sûr, ça c'est une référence éternelle on va dire. Il y a des tendances comme en mode en fait, c'est exactement la même chose. Et puis enfin, chez Arcurial, vous êtes fidèle à la principauté, vous organisez des ventes aux enchères à l'été, en hiver. Que représente Monaco pour votre secteur d'activité? Très important Monaco, puisque je crois que ça fait 16 ans que je suis dans la maison et ça fait 16 ans qu'on fait nos ventes à Monaco. Donc on a même augmenté notre vitesse de croisière puisque nous avions une vente par an au mois de juillet. Et puis à un moment, on a vraiment tout concentré notre énergie sur Monaco puisque maintenant c'est janvier et juillet. Et c'est effectivement une place très importante puisqu'on trouve une clientèle ici qu'on ne trouve pas ailleurs. En plus de toute la clientèle internationale qu'on peut toucher par les moyens de communication dont on parlait tout à l'heure. Et également, c'est un argument assez phare pour nous, pour nos vendeurs, parce que le fait de vendre à Monaco crée toujours une envie, une désirabilité qui est vraiment réelle. C'est de la plus-value Monaco. Merci beaucoup, Julie Valade, d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir, merci à vous. Et comme chaque lundi, je vous propose maintenant un grand tour d'horizon des résultats sportifs du week-end, à commencer par du football, Christinda Thomel. Et la victoire écrasante des Rouges et Blancs face à Clermont-Ferrand, Patricia. Les Auvergnats se sont sévèrement inclinés au Stade Louis II, avec notamment un doublé de Ben Yedder. Les Monégasques, qui viennent de changer d'entraîneur, ont remporté le match 4-0. Prochaine rencontre des Rouges et Blancs ce dimanche à 17h à Montpellier. En basket, en revanche, les Rocaboys ont été tenus en échec. La Roca Team a connu un long passage à vide de 15 minutes au retour des vestiaires qui lui a coûté la victoire à Nanterre. Au final, les hommes de Sasa Obradovic s'inclinent dans la capitale 87-83. Mais les Monégasques devront vite rebondir puisque demain ils se déplaceront à Villeurbanne pour affronter l'Asvel. Une rencontre à suivre demain donc en direct sur Monaco Info à 20h. Et à noter également que le match Zénith-Monaco qui se tiendra jeudi sera retransmis aussi en direct sur notre antenne à 20h. La nouvelle saison du WRC s'ouvre jeudi avec le rallye Monte-Carlo. Effectivement, le rallye Monte-Carlo quitte provisoirement Gap, ville-étape depuis 2014.
pour prendre exceptionnellement ces quartiers d'hiver à Monaco. Vous allez pouvoir suivre la cérémonie de départ en direct sur notre page Facebook ce jeudi dès 18h35. Et puis les autres jours de l'épreuve, soit vendredi, samedi et dimanche, vous pourrez retrouver votre émission quotidienne Les Experts du Rallye dès 8h30, présentée par Vanessa Dessy, Franck Phillips, Frédéric Elion et Christophe Paco. Une émission spéciale sera également diffusée dimanche soir à 20h30. Et puis le sans faute Chris-Inda des jeunes compétiteurs américains à l'Optimist Team Race qui s'est disputé en baie de Monaco. Oui, Patricia, pour cette 12e Monaco Optimist Team Race, il aura fallu compter sur la présence de 60 régatiers venus de 15 nations différentes. Un rendez-vous qui s'impose depuis 2010, date de sa création, comme une référence pour les jeunes coureurs internationaux. Et cette année, c'est un doublé pour l'équipe nationale américaine qui décroche la première place avec une précédente victoire en 2020 solide. En stratégie, les Américains ont joué carte sur table dès le coup d'envoi des épreuves, confortés par la présence dans leur équipe de Gilles Hackel, vice-champion du monde d'optimiste 2021. Résultat, ils empochent 14 victoires sur les 14 matchs courus. Le Fort Antoine s'est transformé en studio photo le temps d'une journée ensoleillée. La marque de bijoux APM Monaco y a organisé une séance pour illustrer sa prochaine campagne publicitaire. Le reportage en coulisses de Chris-Inda Thomel et Alexandra Paolini. C'est dans cet univers hors du temps que s'est tenu un shooting pour la griffe monégasque de bijoux APM. Comme ça te va ? Les nouvelles égéries de la marque qui prend de plus en plus d'ampleur à travers le monde sont bien connues sur la toile, mais aussi dans l'univers de la mode. Tilane Blondeau, l'ancienne plus belle petite fille du monde, et le mannequin Baptiste Djabikoni ont posé devant l'objectif le temps d'un après-midi pour présenter la nouvelle collection de bijoux signée APM. Aujourd'hui, on peut observer que la marque APM Monaco, en termes de joaillerie, c'est très puissant à travers le monde. Puis c'est 12 collections par an, ça produit énormément, ça propose beaucoup de choses. Et ça, je trouve que ça se voit très peu chez d'autres marques de joaillerie aujourd'hui. Donc c'est dans l'air du temps, c'est tendance, c'est actuel. On est aussi sur des collections unisexes aujourd'hui et ça donne tout simplement envie, c'est coloré, c'est frais, c'est à la fois intergénérationnel, ça parle à tout le monde, pour tous les âges. Donc pour moi, c'est un honneur de pouvoir être égérie de cette marque, de cette magnifique marque aujourd'hui. Et si Baptiste Djabikoni est connu en tant que modèle, le mannequin est aussi célèbre dans le milieu des influenceurs, puisqu'il a été l'un des premiers à surfer sur la vague d'Instagram. La mode, l'influence a évolué, a changé. Et puis j'ai pris cette vague, ça s'est bien passé pour moi. J'ai surfé entre la mode papier qu'on connaît et qui continue à exister, et puis cet univers digital. Mais je suis très content aujourd'hui. En 2022, on a tendance à revenir aussi à de vrais mannequins, pas que des influenceurs. Les vrais mannequins restent, continuent, existent et je suis très content qu'on continue à les utiliser et à travailler avec de belles personnes comme ça. Baptiste Djabikoni, que l'on retrouvera prochainement dans Têtu, un documentaire qu'il produit actuellement sur Karl Lagerfeld et dans lequel il dévoile sa relation particulière avec le styliste dont il entend préserver la mémoire. Une fois n'est pas coutume, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a joué des airs d'Europe de l'Est dimanche, sous la direction du chef Christian Masselarou et avec le violoniste Valérie Sokolov. José Sacré, Orazio Gagino et Louis Borgia assistaient à ce concert. Le violoniste ukrainien Valérie Sokolov interprète le concerto pour violon numéro 2 en sol mineur opus 63 de Serge Prokofiev. C'était dimanche 16 janvier 2022 à l'auditorium Rainet 3. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo était dirigé par le chef roumain Cristian Masselarou, actuel directeur musical de l'Orchestre national de France. Outre Prokofiev, Dvorak et Bartók étaient au programme de ce concert qui avait pour titre « L'Europe de l'Est musicale en ébullition ».
I love the music of Bartók in particular. It's probably the closest to my heart because he was born very close to where I was born as well. So I feel like I smell the same air as Bartók did. Prokofiev and Dvorak as well are composers from Eastern Europe that are very close to my heart. All of these composers lived at times where there was turmoil. And it's always been like this in history. We always feel like we are dancing on a volcano. Prochain concert samedi 22 janvier à 20h à l'auditorium Rayel 3 avec un invité, le baryton Mathias Gurney, artiste associé de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo pour cette saison. Et puis un détour incontournable par les prévisions météo avant de refermer ce journal. Allons-nous connaître encore une belle journée ensoleillée mardi, Crisinda? Mardi, un temps clair le matin, mais le ciel se couvrira en cours d'après-midi. Une légère brise soufflera tout au long de la journée. Le thermomètre oscillera entre 12 et 7 degrés. Le soleil se lèvera à 7h57 et se couchera à 17h23. Mardi, nous fêterons les Prisca. Ainsi s'achève ce journal. Nous aurons le plaisir de vous retrouver demain, Crisinda et moi-même. Jeudi aura lieu le départ du Rallye Monte-Carlo 2022 et le port est en pleine ébullition pour accueillir les concurrents, les écuries et les spectateurs. C'est le thème de la série de photos de fin d'édition. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. À demain, 19h.